Je m'appelle Camille Laurent. J'y ai 28 ans. La nuit de mes noces, notre voiture a été percutée par un poids lourd et en un seul instant, tout a basculé. Mon mari a été tué sur le coup et j'y ai survécu de justesse. Une semaine plus tard, le chauffeur du camion a été interpellé. Mais quand il a enfin décidé de parler, mon sang n'a fait qu'un tour, car il n'était pas un simple chauffeur routier. La salle de réception du domaine était baignée de lumière, remplie de rires et de musique. Tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. Et au milieu de tout cela, je me tenais là, dans ma robe blanche, tenant la main de mon mari, Lucas Dupont. Il m'a regardé comme si j'y étais la seule personne au monde. « Es-tu heureuse » a-t-il murmuré doucement. J'y ai souri, essayant de retenir mes larmes. Plus que tout, nous avions traversé tellement d'épreuves pour arriver à ce jour. Des années d'amour, de petites disputes, de grands rêves, et maintenant, enfin, nous étions réunis pour toujours. Nos familles nous entouraient, applaudissant, riant, nous adressant leurs vœux. Mes parents étaient très émus. Ses parents ne cessaient de sourire. Tout semblait parfait. Trop parfait. Après la cérémonie, nous avons passé du temps avec tout le monde, pris des photos, coupé la pièce montée, ri avec nos amis. Lucas ne m'a pas quitté dès une semelle, ne serait-ce qu'une seconde. À un moment donné, il s'est penché vers moi et m'a dit « Viens, on s'en va, je te veux tout à moi maintenant. » J'y ai ri de bon cœur. Il a souri. J'y ai assez attendu. Nous avons fait nos adieux et sommes finalement partis. Il était tard dans la nuit. Les routes de campagne étaient désertes et les lumières de la ville s'estompaient doucement à travers la vitre de la voiture. J'y ai posé ma tête sur son épaule. « Tu te rends compte qu'on est mariés » ai-je murmuré. Il a déposé un tendre baiser sur mon front. J'y crois depuis le jour où je t'ai rencontré. J'y ai souri, fermant les yeux un instant. Tout me semblait calme, sûr, parfait. Puis, soudain, un violent coup de klaxon, des phares aveuglants, et le fracas. Le monde a basculé. Le pare-brise s'est brisé en éclats de toutes parts. Le bruit assourdissant de la tôle froissée a envahi mes oreilles, et mon corps a été violemment projeté en avant. Je n'ai même pas pu crier. Le trou noir. Quand j'y ai rouvert les yeux, tout était flou. J'y entendais des voix, le bip régulier des machines, les pleurs de quelqu'un. Mon corps était lourd, comme paralysé, et une douleur fulgurante m'a traversé dès que j'y ai essayé de bouger. « Ne bougez pas » a dit une voix. J'y ai cligné des yeux lentement. Un plafond blanc, les néons de l'hôpital. J'y étais en vie, mais quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. « Lucas » ai-je murmuré faiblement. Aucune réponse. J'y ai réessayé, plus fort cette fois. « Lucas, où est-il » Personne ne m'a répondu. J'y ai aperçu ma mère, debout dans un coin de la chambre, en larmes. Mon père a détourné le regard. La peur a commencé à s'insinuer en moi. « Où est mon mari » ai-je demandé à nouveau, la voix tremblante. Le silence. Les larmes ont embué ma vue. « Dites-le-moi, je vous en supplie. » Ma mère s'est approchée, serrant fort ma main. Ses mains tremblaient. Et c'est là que j'y ai compris, avant même qu'elle ne prononce un mot. J'y ai su que Sa voix s'est brisée. Il n'a pas survécu. Mon monde s'est arrêté. Non, ai-je chuchoté. Non, non, non. Les larmes se sont mises à couler de manière incontrôlable. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Mais ça elle était. Lucas n'était plus là. Juste comme ça. La nuit de nos noces. J'y ai pleuré jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Ma poitrine me brûlait. Ma tête tournait. Mais rien n'était comparable à la douleur qui me déchirait le cœur. Les jours ont passé, puis des autres jours, mais rien n'a changé. Cette chambre des hôpitaux ressemblait à une prison. Mon corps commençait lentement à se remettre, mais à l'intérieur, j'y étais complètement détruite. Partout où je regardais, je le voyais. Chaque souvenir, chaque sourire, chaque mot, envolé. Des gens venaient me rendre visite. Famille, proches, amis, tous répétaient la même chose, c'était un accident tragique, sois forte, le temps guérit toutes les blessures. Mais personne ne comprenait. Personne ne ressentait ce que je ressentais. Une semaine plus tard, tout a basculé. La police judiciaire est venue.
Les inspecteurs m'ont annoncé qu'ils avaient arrêté le chauffeur du poids lourd, l'homme qui avait détruit ma vie. Mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas ce que je ressentais. De la colère, de la peur, ou quelque chose de plus sombre encore. Tout ce que je savais, c'est que j'y avais besoin de comprendre. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi nous? L'inspecteur m'a regardé d'un air grave et m'a dit, l'enquête est toujours en cours, mais cette affaire pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît. J'y ai froncé les sourcils. Comment ça? Il n'a pas répondu directement. Tenez-vous prête, nous vous tiendrons informés très vite. Et alors qu'il s'éloignait, pour la première fois depuis l'accident, un sentiment étrange s'est emparé de moi. Quelque chose clochait. Ça ne ressemblait pas à un simple accident de la route. Et au fond de moi, je savais que la vérité allait être bien pire. Le lendemain, la police est revenue. 2 officiers se tenaient près de mon lit. Leur visage était fermé lorsqu'un d'eux a déclaré « Le chauffeur est en garde à vue, nous l'interrogeons ». Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Est-ce que je peux le voir ?» ai-je demandé. Ils se sont regardés avant que l'autre ne réponde « Pas encore, il ne coopère pas, il ne coopère pas ». La colère a commencé à monter en moi. À cause de lui, mon mari était mort. À cause de lui, ma vie était brisée, et il refusait de parler. « Que est-ce que vous voulez dire par il ne coopère pas ?» ai-je demandé, la voix tremblante. L'officier a soupiré. Nous essayons d'obtenir des réponses, mais il s'obstine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Mon esprit repassait la scène en boucle, encore et encore. Le choc, le bruit, le visage de Lucas. J'y ai serré les poings. J'y ai besoin de savoir, me suis-je murmuré à moi-même. Le lendemain matin, les choses ont bougé. La police a appelé mon père et celui de Lucas pour nous demander de venir au commissariat, le chauffeur était prêt à parler. J'y étais encore faible, mais j'y ai exigé de les accompagner. Ils m'ont installé dans un fauteuil roulant et nous y sommes allés. L'atmosphère y était lourde, glaciale. Ils ont ouvert la porte de la salle des interrogatoires et je l'ai vu, le chauffeur. Il était assis sur une chaise en métal, le visage tuméfié, les lèvres fendues, des plaies à vif sur les bras. Il avait visiblement été passé à tabac. 2 policiers se tenaient derrière lui, observant, attendant. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, j'y ai senti que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun regret dans son regard. Aucune culpabilité, juste de la peur. Parlez, a ordonné l'un des officiers d'un ton glacial. L'homme est resté muet. Un policier s'est avancé et l'a attrapé par le col. À cause de toi, un homme innocent est mort, a-t-il crié. Parle. Le chauffeur a grimacé de douleur. Je vous l'ai déjà dit, a-t-il marmonné. Alors répète-le, a hurlé le policier. Mes mains tremblaient. J'y arrivais à peine à respirer. Je continuais à le fixer, dans l'attente, ayant désespérément besoin de réponses. Finalement, il a parlé, mais ce qu'il a dit a tout changé. Je ne suis pas un simple chauffeur, a-t-il articulé lentement. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Tout le monde s'est figé. Le père de Lucas a froncé les sourcils. Que est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé d'une voix basse mais ferme. L'homme a dégluti difficilement. Je fais des boulots pour de l'argent. Le silence s'est alourdi. Quel genre de boulot, a demandé le père de Lucas, d'un calme apparent qui masquait une rage sourde. L'homme a hésité, puis a lâché, je tue des gens. Mon cœur a raté un battement. La pièce semblait paralysée. Mon père a reculé d'un pas. J'y avais l'impression de manquer d'air. Le visage du père de Lucas s'est durci alors qu'il dévisageait l'homme pendant quelques secondes, avant de demander lentement, « Êtes-vous en train de dire que c'est été prémédité ?» L'homme a hoché faiblement la tête. Oui. Les larmes ont inondé mes yeux. Non, ai-je chuchoté. Non, c'est impossible. On m'a donné des instructions, a poursuivi l'homme. La voiture, l'itinéraire, le timing. Chaque mot était un coup de poignard. Ce n'était pas le hasard, a déclaré le père de Lucas d'une voix étouffée. Ce n'était pas une question, c'était une terrible prise de conscience. L'officier s'est avancé. Qui vous a engagé, a-t-il demandé fermement. Donnez-nous un nom. La pièce a de nouveau plongé dans le silence, en suspens, mais l'homme a secoué la tête. Je ne sais pas,
Le ton du policier s'est fait plus tranchant. Comment ça, vous ne savez pas? Je ne les ai jamais rencontrés, a-t-il répondu précipitamment. Ça ne marche pas comme ça. Alors expliquez-vous, a exigé le père de Lucas. L'homme a pris une inspiration tremblante. Il y a toujours un intermédiaire, un commanditaire qui me contacte, me donne les détails, gère l'argent. Donc, vous ne voyez jamais la vraie personne, a demandé mon père. Il a secoué la tête. Jamais. Ma tête tournait. Quelqu'un avait planifié ça. Quelqu'un avait voulu ça. Qui est cet intermédiaire, a interrogé l'officier. Je n'avais qu'un numéro de téléphone prépayé, a répondu l'homme. C'est tout. Où est-il maintenant? Je n'en sais rien, a-t-il lâché nerveusement. Il a disparu de la circulation après le boulot. Les policiers ont échangé un regard. Ils avaient déjà essayé de retracer la ligne. Rien. Aucune identité, aucune localisation géographique. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Le silence est retombé sur la pièce. Mais cette fois, il était plus sombre, plus écrasant. Une chose était claire. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre prémédité. Méticuleusement, froidement organisé. Ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues glacées. Si c'était prémédité, alors quelqu'un, quelque part, voulait ma mort. Mais qui, et pourquoi? J'y ai regardé mon père, puis celui de Lucas. Tous deux semblaient aussi choqués, aussi perdus que moi. La police a promis de continuer à creuser sans relâche, affirmant qu'il ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert la vérité. Ma famille a fait la même promesse. Ils trouveraient le coupable, quoi qu'il en coûte. Mais assise là, une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas une erreur de cible. Quelqu'un de très proche de moi pouvait être derrière tout ça. Et cette idée me terrifiait plus que tout au monde. Les jours ont suivi cet interrogatoire, mais plus rien n'était normal. Chaque instant, chaque respiration semblait d'une lourdeur insoutenable, car maintenant je savais la vérité. Ce n'était pas un accident de la route. Quelqu'un l'avait organisé. Quelqu'un voulait m'éliminer. La police a poursuivi son enquête avec acharnement. Ils ont tout essayé. Retracer les appels, éplucher les relevés bancaires, chercher le moindre indice, mais c'était comme poursuivre un fantôme. Le commanditaire s'était volatilisé. Pas de nom, pas de visage, absolument rien. L'affaire commençait à piétiner. Les jours sont devenus des semaines, et toujours aucune réponse. Mais une personne n'a pas baissé les bras, le père de Lucas. Il n'était pas seulement un père en deuil, c'était un homme des affaires influes. Un homme avec un vaste réseau. Un homme qui n'acceptait jamais la défaite. Je découvrirai qui a fait ça, a-t-il déclaré un jour, la voix calme mais d'une fermeté absolue, peu importe les moyens qu'il faudra déployer. Et il ne plaisantait pas. Il a fait jouer ses relations, engagé des détectives privés de haut niveau, recontacté des anciennes connaissances, des gens capables de dénicher ce que la police ne trouvait pas. Quelques jours plus tard, le père de Lucas a convoqué tout le monde dans notre grande maison familiale, mes parents, ses parents, nos proches et ma sœur. L'atmosphère dans le salon était lourde, beaucoup trop silencieuse. Personne ne parlait. On sentait qu'un drame allait éclater, l'air en était saturé. J'y étais assise là, les poings serrés, le cœur battant à la chamade. Puis le père de Lucas est entré, son visage était de marbre, impénétrable. Je l'ai trouvé, a-t-il lâché. Un silence absolu a envahi la pièce. Mon soufflet s'est bloqué dans ma gorge. Le commanditaire, ai-je demandé d'une voix blanche. Il a acquiescé et a pris la parole. Tout le monde s'est penché en avant, suspendu à ses lèvres. Le père de Lucas a lentement balayé la pièce du regard, fixant chaque visage un par un, avant de déclarer, la personne qui a donné l'ordre de tuer. Il a marqué une pause, et dans cette pièce. Une onde de choc a instantanément traversé l'assemblée. Les gens ont commencé à se regarder, confus, angoissés. Mon cœur tapait si fort dans ma poitrine que je pouvais l'entendre. Non, ai-je murmuré. C'est un cauchemar, ce n'est pas possible. Lentement, le père de Lucas a fait un pas en avant. Mes hommes ont tout retracé. Les appels téléphoniques, les retraits des argents liquides, les rencontres clandestines. Il n'y a l'ombre d'aucun doute.
Les murs semblaient se refermer sur moi. Puis, il a tourné la tête et son regard s'est figé sur elle. Ma sœur. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Pendant un instant, personne n'a osé bouger. Personne n'a parlé. Quoi, s'est étranglé ma mère en étouffant un cri. Tous les regards ont convergé vers elle. Ma sœur est restée là, toujours silencieuse. Non, c'est un tissu de mensonges, a-t-elle fini par lâcher précipitamment. Vous m'accusez sans aucune raison. Ça suffit, a tranché le père de Lucas d'un ton glacial. Tu crois vraiment que je ferai une telle accusation sans avoir les preuves irréfutables sous les yeux? Mon père s'est interposé, tiraillé entre la confusion et la rage. Mais que est-ce qui se passe ici, bon sang, a-t-il hurlé. Le père de Lucas a planté son regard dans celui de ma sœur. Avoue-le. Le silence. Un silence long, écrasant, suffocant. Puis, soudain, elle a souri. Un petit sourire froid et cynique. Oui, a-t-elle dit. C'est moi qui ai tout organisé. Le salon a explosé de cris. Ma mère s'est jetée sur elle et elle a giflé de toutes ses forces. Comment as-tu pu faire une chose pareille, a-t-elle hurlé en larmes. C'est ta propre sœur. Mon père tremblait de rage de tout son corps. Je t'ai élevé avec de bien meilleures valeurs que ça. Mais que est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Mais elle n'a pas versé une larme. Elle n'a même pas eu la moindre réaction de recul. Elle s'est contentée de me regarder. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de profondément sombre, quelque chose de brisé. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. Les larmes inondaient déjà mon visage. Comprendre quoi, ai-je soufflé. Sa voix s'est durcie, pleine de rancœur. Depuis notre enfance, ça a toujours été toi. Tu étais la petite préférée de la maison. Tout le monde t'aimait plus que moi. Chaque mot qu'elle prononçait brisait quelque chose à l'intérieur de moi. Tu obtenais tout avec une facilité déconcertante. Les félicitations sur tes bulletins scolaires, un grand cercle des amis, une vie absolument parfaite. Elle a laissé échapper un petit rire amer. Et moi dans tout ça? J'y ai toujours vécu dans ton ombre. Mes mains se sont mises à trembler de plus belle. Personne ne faisait attention à moi. Personne n'en avait rien à faire. Ses yeux brûlaient d'une colère enfouie depuis des années. Puis elle m'a fixé avec intensité. Et ensuite, tu as mis le grappin sur lui, Lucas. Le mari idéal, issu d'une famille aisée, attentionné, fou amoureux de toi. Sa voix s'est fendue une fraction de seconde avant de redevenir de glace. Et moi, que est-ce que j'y avais pour moi? Strictement rien. Elle a fait un pas vers moi. Le silence dans la pièce était de plomb. Alors j'y ai pris une décision, a-t-elle articulé lentement. Si je ne peux pas avoir cette vie-là. Ses yeux se sont ancrés dans les miens. Alors toi non plus, tu ne l'auras pas, mes jambes ont flanché sous le choc. Alors, ton plan c'est été de me tuer, ai-je murmuré, horrifié. Mon plan, c'est été de tout te prendre, de te détruire, a-t-elle répondu froidement. Les larmes ruisselaient sur mes joues sans s'arrêter. Je voulais que vous disparaissiez tous les deux de la surface de la terre, a-t-elle ajouté. Toi et lui. Ces mots m'ont achevé, détruite de l'intérieur. Le père de Lucas s'est avancé, le visage déformé par une haine indescriptible. C'est à cause de toi que mon fils unique est mort, a-t-il articulé lentement. Sa voix était d'un calme mortel. Il s'est planté juste devant elle, menaçant. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait, et je te fais une promesse aujourd'hui. Il a baissé la voix. Tu te souviendras de ce jour pour le restant de tes jours derrière les barreaux. Pour la toute première fois, son expression hautaine a changé. La terreur est apparue sur son visage. Quelques instants plus tard, la police est arrivée avec les sirènes hurlantes. Les agents sont entrés et lui ont passé les menottes sans ménagement. Elle n'a opposé aucune résistance. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Pendant qu'il l'embarquait vers la voiture de patrouille, je suis resté là, au milieu du salon, à pleurer toutes les larmes de mon corps, brisé, vidé de toute substance. Des mois plus tard, la cour des assises a rendu son verdict final. Réclusion criminelle à perpétuité. C'était la fin. La justice avait fait son travail, mais rien n'apaisait ma douleur ni ne semblait juste. Lucas n'était plus là, il ne reviendrait jamais. Ma vie était en ruine.
Et la personne responsable de ce véritable cauchemar n'était autre que ma propre sœur de sang. J'y ai perdu l'amour de ma vie et ma famille lors de cette même nuit tragique. Et peu importe le nombre des années qui passeront, cette vérité glaçante continuera de me hanter à tout jamais.